Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live consacré à l'économie, au marché, à la bourse, à notre épargne, à la politique économique aussi. Il s'en passe des choses en ce moment, ça n'arrête pas. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreuses et nombreux dans le chat. Le mieux pour consommer ce live, c'est sur YouTube. C'est là que vous êtes le mieux pour les lives. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Merci de votre soutien. Il s'est passé énormément de choses cette semaine pour l'économie, les marchés et pour moi. Pour Trade Republic aussi, avec le lancement du nouveau service client. Il y a eu bien sûr Tech House 93, la vidéo de Reka qui a été très critique envers moi cette semaine. Donc on va y revenir bien sûr, ce sera le débat de la semaine. La citation de la semaine avec l'INSEE qui nous apprend que 56% des Françaises et des Français bénéficient davantage des prestations sociales qu'ils n'en versent. Ce qui fait plus d'une personne sur deux en France qui a besoin de la redistribution. Sauf que, eh bien ça c'est Éric Le Boucher qui nous le dit, il y en a une grande partie qu'on fait à crédit. Donc voilà. J'ai fait aussi ma première chronique sur LCI vendredi soir. Je m'étais mal préparé, c'était trop long ce que j'avais préparé par rapport à la durée que j'avais. Donc ça a été un peu décousu, mais j'étais très très heureux de commencer à faire des partis pris sur LCI, donc à l'invitation de 24 heures Pujadas. Justine, Quentin dans les équipes de David Pujadas, Yves Calvi qui m'a reçu aussi. Voilà, je me suis vraiment régalé cette semaine. Cette semaine, on a aussi lancé, et ça je pouvais pas vous le dire dimanche dernier parce que c'était l'émission était le mardi, un nouveau média consacré à l'économie, au marché, à la bourse qui s'appelle Les Financiers, qui a été lancé par le groupe Le Crayon. Voilà, et donc Trade Republic est partenaire. C'est une bonne occasion pour nous de rassembler une quinzaine de chroniqueurs. Donc les financiers sur YouTube, Instagram et Twitter, pensez à vous abonner, je vais vous montrer tout ça. On va parler de l'inflation aussi cette semaine, on va parler du secteur du luxe, on va parler de beaucoup de choses et des résultats d'entreprise qui sont très très importants là, dans les jours qui viennent. Eh ben dis donc, je suis désolé, je suis un peu ému parce que je vois que le chat va très vite et il y a beaucoup de monde. J'adore ça. Je suis très heureux que vous soyez à mes côtés. Beaucoup de choses, ouais. Merci Marc d'avoir posé. Oui, parce que dans le livre, donc prenez votre argent en main, il y a les 10 questions à poser à son banquier. Réponse de sa banquière, vous voulez réinventer le système. Oui, on veut améliorer le système pour tout le monde. Donc, nous sommes le dimanche 19 avril 2026. La guerre en Iran se poursuit. Elle devait s'arrêter vendredi. Elle a été relancée tout à l'heure. La seule chose qu'on sait sur cette guerre, c'est qu'on ne sait pas combien de temps elle va durer. C'est un enjeu absolument déterminant qui pourrait impacter potentiellement à peu près toute l'économie mondiale. Si ça dure, c'est vraiment pas bon. Donc on espère qu'il puisse mettre un terme à cette guerre rapidement, parce que sans quoi, on va en parler dans ce live évidemment, les conséquences pourraient être vraiment durables quoi, pour l'économie. Donc, la semaine dernière, on était sur une ambiance d'apaisement. On était sur une ambiance de fin de conflit. On espérait, jusqu'à il y a quelques heures, aujourd'hui dimanche, sortir probablement par le haut du conflit, et avec le plus important pour le plan économique, j'entends. Je précise d'ailleurs, je fais un petit disclaimer, mais je précise d'ailleurs que les commentaires que je fais sur cette situation sont des commentaires d'ordre économique. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur les relations internationales, le comportement de tel ou tel pays. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais là, moi, je me concentre sur la partie économique, évidemment. Donc, on a eu une forte hausse la semaine dernière sur cet espoir d'une fin de conflit. On a vu donc le MSCI World plus 3,9% la semaine dernière. Il repasse en positif de 5% depuis le début de l'année en 2026. Le S&P 500, 4,5% de hausse la semaine dernière, américain, donc les 500 plus grosses boîtes américaines, plus 3%.
Le Nasdaq 100 de la tech américaine, l'indice Nasdaq qui est celui de la tech américaine, plus 6,2. Et il repasse à 5,2% de hausse, 5,6% de hausse depuis le début de l'année. Ensuite, on a eu le CAC 40 plus 2 avec plus 2,81 qui a souffert évidemment du recul de Total puisque les prix du pétrole ont fortement baissé. Le pétrole est redescendu à 92 $, ce qui reste encore 25 $ au-dessus de son prix au début du conflit. Donc le pétrole reste quand même à 50% de hausse depuis le début de l'année. Donc c'est vraiment très mauvais. Le dollar, lui, est remonté à 1,18, 1 euro égale 1,18 $. Il a reperdu un peu de valeur face à l'euro et on va voir que l'euro fort, donc, puisque l'euro a repris de l'ordre de 15% par rapport au dollar depuis un an, l'euro fort a pénalisé les entreprises françaises du luxe qui sont importantes pourtant dans nos indices boursiers et pour notre économie. Donc on a aussi le Bitcoin qui a surpris cette semaine. Il est repassé au-dessus des 70 000 $, même les 75 000 $. Là, il est à 76 000. Ça reste toujours un recul de 13% depuis le début de l'année quand même. Mais on est loin des 65 000 $ d'il y a quelques jours. L'Europe remonte de 2%, Stock 600, plus 5,8 depuis le début de l'année. Donc en fait, en fin de semaine dernière, on a eu un apaisement quasi complet de la situation, parce que tout le monde partait du principe que le détroit d'Ormuz allait être réouvert rapidement. Ce sont des espoirs, c'est pas encore une réalité. Le détroit d'Ormuz n'est pas du tout réouvert, et on a vu malheureusement aujourd'hui que la situation pouvait encore dégénérer assez rapidement. Donc c'est ce qui a été positif pour les marchés financiers la semaine dernière, peut déclencher exactement le même phénomène négatif à court terme la semaine prochaine. Puisque avec un très fort, une incertitude, comme j'ai jamais vu, je vois pas comment on pourrait éviter, tant que la guerre ne sera pas terminée, c'est-à-dire pas un cessez-le-feu, mais une guerre terminée, je ne vois pas comment on pourrait retrouver des conditions de circulation normales dans le détroit d'Ormuz, et comment, du coup, on pourrait voir les chaînes d'approvisionnement se relancer, et donc l'économie repartir de l'avant. Parce que moi, il y a un truc que j'ai remarqué la semaine dernière, en fin de semaine dernière, et qui m'inquiète, c'est que on a vu les marchés financiers repartir à la hausse très fort la semaine dernière, parce que on peut espérer que les résultats d'entreprise soient plutôt corrects, mais on a quand même vu les taux d'intérêt des États, entre autres la France et les États-Unis, ne pas rebaisser au même niveau qu'au début du conflit. Pourquoi ? Ça, c'est extrêmement important parce que ça va nous mettre collectivement dans la merde en fin d'année en France. Donc, je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, il y a pas mal de vidéos qui ont bien marché sur mes réseaux sur ce sujet-là, contre toute attente d'ailleurs, c'est que la France est considérée comme fragile. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à réduire notre dette publique, on n'arrive pas à réduire nos déficits, on n'arrive pas non plus à investir dans l'avenir de notre économie parce qu'on passe notre temps à emprunter de l'argent pour vivre. Et donc, les prêteurs, les grands instituts internationaux ne s'y trompent pas. Et pour eux, la situation actuelle est une situation qui est mauvaise pour les finances publiques françaises à cause du retour de l'inflation. Et la semaine dernière, on a vu les marchés être rassurés par une fin anticipée à ce moment-là du conflit, mais néanmoins, les taux d'intérêt restaient élevés. Le taux à 10 ans de la dette française était à 3,2 au début du conflit. Il est monté jusqu'à 3,85. Et là, on est encore à 3,60. On n'est pas redescendu à 3,20. Le taux à 10 ans américain, il était à 3,9 au début de la guerre. Il est encore là à 4,25. Alors qu'il était monté jusqu'à 4,50. Donc, l'inquiétude réelle sur le fait que l'économie américaine, l'économie française, qui sont fragiles face à la dette, la France surtout, vont souffrir du fait que l'inflation est de retour à cause de la guerre en Iran, ça, désormais, c'est plus une hypothèse, c'est une réalité. Et c'est une réalité qu'on voit dans les taux d'intérêt. Donc, même si demain, Donald Trump et l'Iran trouvaient un accord définitif, même si demain,
le détroit d'Ormuz est réouvert, l'impact sur l'économie mondiale sera malgré tout réel. Et on a vu d'ailleurs cette semaine le FMI, la BCE changer leurs prévisions de croissance pour le monde en 2026, d'ores et déjà, sans savoir jusqu'où ce conflit va durer. Mais d'ores et déjà, on sait qu'il y aura un impact négatif de ce conflit sur l'économie, et ça se voit dans les taux d'intérêt. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Parce qu'en fait, entre la hausse des prix de l'énergie, où les États auront du mal à soutenir leur population, l'augmentation des budgets militaires, évidemment, eh bien, on se prépare à des déficits plus importants, et la France n'en a plus les moyens. C'était l'objet de ma chronique sur LCI vendredi soir. Et je vous en reparlerai tout à l'heure, ce qui m'amène d'ailleurs à la question de la semaine. Donc c'est comme chaque semaine, hein, vous le savez, la question que je vous pose en début d'émission. Mon équipe met un sondage donc sur YouTube auquel vous pouvez répondre. Et moi, à la fin de l'émission, je réponds à la question et ensuite, je regarde ce que vous avez dit pour voir si je suis aligné avec vous. Donc la question de la semaine, elle est très simple. Pensez-vous que l'inflation va s'étendre au-delà de l'essence ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en Europe, en France, l'inflation en 2026 va toucher aussi d'autres biens que les biens énergétiques, c'est-à-dire que l'énergie en gros. Voilà. Donc c'est la question que je vous pose, et moi je vous répondrai à la fin du live avec la présentation que j'ai faite aussi sur LCI, qui était une forme de réponse à cette question. Donc, comme toujours au début de ce live, je réponds à la question, est-ce que ça change les perspectives de long terme, ce qui s'est passé cette semaine ? Pour l'instant, la réponse est non. C'est-à-dire ce que je vous ai dit en début d'année sur l'importance de la diversification reste valable. Il faut continuer de diversifier face à l'incertitude très importante qu'on connaît actuellement. Est-ce que la réindustrialisation en Europe et en Amérique, est-ce que l'énergie, est-ce que la défense, est-ce que le quantique, la robotique sont des secteurs dont les perspectives ont changé à cause de la guerre en Iran ? À ce stade, la réponse est non. Est-ce que ce que je vous ai dit en début d'année sur les perspectives pour les petites et moyennes valeurs, les perspectives pour les marchés émergents, qui devaient être vraiment positives parce que les taux d'intérêt étaient en train de baisser partout, ça, c'est peut-être en train de changer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les taux d'intérêt restent élevés là, en fin de semaine, malgré la détente qu'on avait à l'époque, il y a 3 jours. Et force est de constater que les banques centrales, entre autres américaines et européennes, ne vont pas pouvoir continuer à baisser les taux pour les États-Unis ou maintenir des taux relativement bas pour l'Europe si l'inflation repart plus fort que prévu en 2026. Donc c'est ce que change la guerre, c'est qu'elle est peut-être en train de changer la trajectoire des taux d'intérêt qui était plutôt positive et qui devait permettre normalement aux acteurs de l'économie qui ont le plus besoin de faire du crédit, les petites et moyennes valeurs, je pense évidemment aux pays émergents, on pense aussi aux acteurs de la tech qui ont besoin d'emprunter pour financer les infrastructures de l'IA. Et voilà, donc il peut y avoir des changements, c'est les thématiques que je vous ai indiquées en début d'année restent malgré tout valables. Alors bien sûr, cet après-midi, la situation s'est dégradée de nouveau autour du détroit d'Ormuz, entre l'Iran et les États-Unis. Et donc pour l'instant, je maintiens ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas de perspective claire de sortie de ce conflit pour l'instant. Donald Trump continue d'essayer de négocier, il continue d'essayer d'avoir la main sur le narratif. Il est évident qu'il a moins la main sur le narratif ici qu'avant. Et on a... moi, mon inquiétude personnelle, c'est vraiment... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, mon inquiétude, c'est vraiment que Trump, pour se sortir de la situation actuelle dans laquelle il est, qui est très négative pour lui en termes d'élections américaines à venir, ça serait qu'on ait un comportement de la part de Donald Trump qui soit... extrême encore plus qu'il ne l'est déjà, et la seule zone qui peut
payer la note à sa place, c'est l'Europe. Donc l'Europe souffre déjà beaucoup de cette crise. Elle fait partie des zones économiques qui en souffrent le plus. Et à mon avis, il essaye à toute force de faire porter sur l'Europe la réouverture et la sécurisation ensuite du détroit d'Ormuz, ce que les Européens, pour l'instant, semblent ne pas vouloir faire. Donc on va voir. Mais à court terme, demain, il faut s'attendre à ce que la volatilité qui avait baissé remonte, que les marchés financiers probablement baissent de nouveau, que les taux d'intérêt remontent un peu. Voilà, il faut s'attendre à un retour de volatilité tant que ce conflit ne sera pas terminé. Voilà pour le contexte général, pour les chiffres du jour. Je vous ai posé donc la question de la semaine. Pensez à y répondre sur YouTube pendant l'émission et je vous répondrai ensuite. Oui, 2 remarques donc sur les questions que j'ai beaucoup reçues sur Instagram cette semaine. La première concerne les déclarations fiscales pour Trade Republic. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai dit la semaine dernière. Vous pouvez aller voir la vidéo d'Axel Paris, qui est un créateur de contenu et partenaire de Trade Republic, qui a fait une super vidéo. La déclaration d'impôt, donc vous avez dans l'application mobile d'ores et déjà disponible les rapports fiscaux dont vous avez besoin pour remplir votre déclaration d'impôt. On a donc l'an dernier changé d'une succursale, enfin d'une banque allemande à une succursale française. Donc certains d'entre vous n'ont eu l'an dernier qu'un IBAN français tout du long parce qu'ils ont ouvert après la migration. D'autres ont eu au début de l'année un compte allemand et ensuite un compte français. Axel explique ça très bien dans sa vidéo. Donc vous devez simplement faire la somme des deux et remplir pour la déclaration étrangère la 3916. Voilà, donc c'est vous avez vraiment tout qui est disponible sur Internet pour faire votre déclaration. Et vous avez les 2 rapports dans votre app si vous avez eu les 2 voilà, dans la partie profil, rapports fiscaux. Deuxième question que j'ai beaucoup eue évidemment la semaine dernière, c'est sur l'annonce du nouveau service client de Trade Republic. Donc je vous le rappelle, maintenant sur Trade Republic, dans la partie profil, vous avez accès donc à un service client nouveau. Il faut mettre à jour son application évidemment et être sur la succursale française pour pouvoir en bénéficier facilement. Donc vous avez maintenant, on a recruté donc en externe évidemment plus de 1000 agents pour 8 langues différentes, être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans l'appli. Donc c'est des humains à qui vous parlez dès lors que vous avez démarré le chat. Vous pouvez aussi demander à être rappelé. Vous pouvez appeler tout simplement via l'application mobile. Donc je vous le répète, par mesure de sécurité, il n'y a pas de numéro de téléphone. Hein. Ça se fait uniquement dans l'application pour être sûr que vous soyez bien en contact avec Trade Republic. Vous avez le suivi des tickets, vous avez le chat, les appels. Est-ce que ça va être parfait du premier coup ? Sans doute pas, parce que c'est énormément de nouveaux conseillers. Et donc, petit à petit, ils vont s'améliorer très vite. Moi-même, je m'occupe de les accompagner. Et je ne peux que remercier celles et ceux qui ont fait confiance à Trade Republic. Beaucoup de gens n'y croyaient plus, mais pour nous, c'est juste que c'était un très gros projet qui prenait beaucoup de temps parce que ça implique beaucoup de processus et qu'on est une banque et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Évidemment, l'image, on a souffert pendant 1 an d'une image de mauvais service client, alors que l'immense majorité de nos clients restaient malgré tout très contents et que quelques-uns avaient des problèmes bien légitimes. Donc on espère désormais que ce nouveau dispositif va nous permettre de régler les problèmes de nos clients dans les soit instantanément, soit dans les 24-48 heures dorénavant, partout en Europe. N'hésitez pas évidemment à nous faire des retours. On a aussi créé un groupe Reddit Trade Republic, donc qui est administré par Trade Republic. N'hésitez pas à aller le consulter. Et on a également la mise en place donc, d'un conseil des clients avec 10 clients chaque année de toute l'Europe qui vont pouvoir venir nous rendre visite, nous challenger, nous faire part des besoins de la communauté. Donc voilà, on se reconnecte à vous après une année extrêmement chargée en développement. Et je suis absolument convaincu que ça va fonctionner. Et si c'est pas le cas, évidemment, vous savez où me trouver sur les réseaux sociaux pour m'engueuler. Mais on fait vraiment tout ce qu'on peut là, du côté du service client pour avancer. Voilà, je vous rappelle que mon livre « Prenez votre argent en main » est disponible en poche à 8 € et quelques. Pensez à l'offrir à vos proches si vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à l'offrir à vos proches.
le plus vous le faites connaître, le plus ça m'aide. Je vous rappelle également que sort dans quelques semaines le cahier d'activité version intermédiaire que je vous avais présenté la dernière fois. Et donc, n'hésitez pas à le précommander sur Amazon. Ça s'appelle Devenir riche, ça s'apprend. Il y avait le cahier débutant l'an dernier. Cet été, j'ai fait un débutant et un intermédiaire. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour prendre son argent en main. Et je compte sur vous, évidemment, pour m'aider à le relayer au maximum. Alors, on a fait vos questions sur Instagram. On a fait la question de la semaine. Je compte sur vous pour y répondre. On a fait le rappel de la promo, le lancement du service client de Trade Republic. Et maintenant, avant de passer à ce qui s'est passé sur le front des valeurs, on va dire un mot du débat de la semaine dernière. Et débat que je résumerai en disant: est-ce que les pauvres ont le droit d'investir ? Donc normalement, vous le voyez à l'écran, la semaine dernière, un YouTuber que je suis pourtant et dont j'appréciais il y a quelques années les contenus, a publié une vidéo très à charge contre moi, contre Trade Republic, contre des amis comme Mounir ou Owen chez Asher, Mathieu Louvet également qui est pris pour cible. Donc, est-ce que je suis d'accord avec ce qui est dit dans cette vidéo ? La réponse est non. Est-ce que c'est bien que cette vidéo existe ? Oui, parce qu'elle fait vivre le débat. Comme vous pouvez le constater, il y a eu donc sur cette vidéo quelque chose comme 120 000 vues, 9 800 likes et 3000 commentaires. Donc, le gros intérêt de cette vidéo, je trouve, c'est les 3000 commentaires. C'est-à-dire que quand vous regardez les commentaires, évidemment, c'est plutôt positif. Évidemment, il y a des commentaires plutôt humoristiques. Enfin voilà, je vous laisse. Ça a bien vécu sur Twitter aussi. Donc d'un côté, moi, je vais vous dire la vérité, toute simple. Je suis pas très à l'aise parce que moi, je suis pas quelqu'un qui s'épanouit dans le conflit, tout simplement. C'est pas trop mon truc, le conflit. Donc ça ne m'amuse pas de devoir y répondre. Est-ce que je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un débat sur le sujet ? Tout à fait. Donc je suis content qu'il y ait eu cette vidéo et je suis heureux quelque part des commentaires, du débat qu'il y a eu, des tweets. Maintenant, je voudrais quand même repréciser 2-3 trucs parce que il y a quand même une dimension plus personnelle, quoi. Parce que je suis attaqué personnellement massivement dans la vidéo et que mes intentions sont caricaturées. Donc, je voudrais rappeler à tout le monde pourquoi je fais tout ça. D'accord ? C'est important pour moi parce que j'ai pas envie que mes intentions soient caricaturées à ce point-là, quoi. Donc, est-ce que je pense que je détiens la vérité sur ce que devrait faire tout le monde avec leur argent ? Exactement. Certainement pas. Est-ce que je pense que tout le monde doit commencer à épargner, à investir, parce que la situation en France et ailleurs est en train de se dégrader très fort ? Carrément. Est-ce que je pense que investir, ça doit être accessible à tout le monde ? Oui. Est-ce que je suis actionnaire d'une entreprise qui permet à des dizaines de millions de gens en Europe de le faire ? Oui aussi. Je me suis battu pendant 5 ans pour développer Trade Republic, et contrairement à ce qui est dit dans la vidéo, Trade Republic n'a pas comme intérêt qu'il y ait le plus de volume possible, puisque ce qu'on veut, nous, c'est résoudre la crise des retraites. On veut pouvoir aider les gens à investir à long terme. Évidemment, on gagne de l'argent en faisant ça, mais il y a quand même un enjeu sociétal aussi très important. Est-ce qu'on met en avant le trading spéculatif sur Trade Republic ? Certainement pas. Est-ce que les plans d'investissement, ça marche ? Oui. Et est-ce que c'est ce qu'on encourage l'immense majorité des gens à faire ? Oui aussi. Voilà. Est-ce qu'on sponsorise plein de youtubeurs ? Oui, parce que c'est là qu'on peut faire de l'éducation financière aussi. Est-ce que ces youtubeurs, certains comme Micode, sont devenus des amis et ils font confiance à mon expertise et du coup ils m'invitent dans leur programme ? Oui aussi. Et est-ce qu'on peut payer pour être invité sur Micode ? Non. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc
c'est voilà, mon intention à moi, c'est celle de quelqu'un qui a la chance, après avoir énormément travaillé, d'avoir correctement réussi dans la vie et de pouvoir se poser la question de ce qu'il a envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire, moi, dans les années qui viennent, c'est de contribuer au développement de l'éducation financière en France. Donc voilà, je voulais quand même le rappeler. Donc ensuite, quelques éléments de réponse importants sur la vidéo de Reka. Alors d'abord, c'est est-ce que le système de retraite français va bien? Non. Est-ce qu'il va dans le mur en l'état actuel? Oui. Est-ce qu'il faut en changer? Bien sûr. Et il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, enfin il y a pas de cas où le système actuel permet aux gens d'avoir des bonnes retraites, quand bien même on taxerait les riches comme des fous, quand bien même, enfin voilà. Bon. Donc, il y a aucun cas où c'est parce que je veux que les gens investissent en bourse que je défends ce que je défends. Je défends ce que je défends parce que le système de retraite par répartition ne marche plus. Donc voilà, tout simplement. Il faut en changer et c'est pas parce que je suis un individualiste, au contraire. Je suis un humaniste engagé et un gaulliste. Donc je suis quelqu'un qui croit au collectif et à la République. Donc voilà. Et alors, est-ce que je fais de la philanthropie, Hardgerm? Écrire un livre, c'est pas pour gagner de l'argent. Être présent sur les réseaux sociaux comme je le fais, c'est pas non plus pour gagner de l'argent, puisque littéralement, je n'en ai pas besoin. Donc, est-ce que je vais créer une association? Oui. Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'être utile à l'intérêt général? Oui aussi. Est-ce que je suis devenu riche grâce à Trade Republic, qui est une start-up dans laquelle j'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 5 ans? Oui. Et je suis fier que Trade Republic ait eu le succès qu'elle a eu. Voilà. Donc, c'est pas de la philanthropie ce que je fais. Tant que je serai actionnaire de Trade Republic, on me soupçonnera toujours de vouloir soutenir Trade Republic. Et voilà, dans quelques années, j'espère pouvoir vous démontrer que mon action est drivée par l'intérêt général. Ensuite, dans la vidéo, on me reproche de proposer à ceux qui ont le moins d'argent d'investir et d'épargner. Ce que j'essaye de faire, moi, c'est d'encourager tout le monde à s'y mettre. Est-ce que c'est facile de constituer une épargne de précaution quand on a un petit salaire et qu'on vit dans une grande ville? La réponse est non. Pourquoi on est dans cette situation? On est dans cette situation parce que le salaire net, il est passé de 70% du salaire brut à 54% du salaire brut. Voilà. Et on est dans cette situation parce qu'il n'y a pas de politique de logement dans notre pays et que le prix des logements a augmenté 1,5 fois plus vite qu'aux États-Unis. Donc, je ne dis pas que l'épargne va permettre de sauver tout le monde et que tout le monde devrait le faire et que les gens devraient devraient... il y a beaucoup de questions dans le chat. Je suis un peu perturbé par ça, parce que j'ai envie de vous répondre aussi. Quel est mon parcours au niveau études, Sébastien? Alors moi, j'ai été diplomate à la base, j'ai fait un bac S PMAT, Hippocagne-Cagne en lettres classiques, Sciences Po à Aix-en-Provence en relations internationales, et ensuite l'ESSEC en finance de marché. Donc j'ai un parcours qui est un parcours voilà, économie, relations internationales, géographie, histoire, anglais, je suis russophone. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai fait beaucoup de politique aussi pendant 15 ans, discrètement. Je vous raconterai tout ça un jour. Donc voilà, est-ce que l'épargne de précaution permet aux catégories populaires d'éviter d'avoir recours au crédit à la consommation? Oui. Est-ce que c'est facile quand on a un petit salaire dans une grande ville où les loyers sont très élevés? Non. Mais je peux pas dire aux gens d'accepter la situation comme elle est actuellement. Donc ce que j'essaye de faire, moi, c'est d'encourager tout le monde à s'y mettre. Est-ce que je suis conscient qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile que d'autres? Bien sûr. Il se trouve que dans ma famille, j'ai la chance d'avoir dans ma famille différents catégories socio-professionnelles, comme on dit. Et donc, j'ai un spectre assez large là-dessus. Ensuite, quand on investit à long terme, 50 € par mois, c'est pas suffisant. 50 € par mois, si on réussit à faire 7% par an, au bout de 40 ans, c'est 124 000 €. Voilà. Et 124 000 €, c'est largement suffisant pour l'immense majorité des gens pour avoir une bonne retraite. Est-ce qu'il faut absolument aller voir sa banque traditionnelle et son conseiller, enfin son vendeur bancaire? Je pense que vous connaîtrez la réponse.
Et peut-être le truc le plus grave, moi, dans la vidéo de Reka, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'on dise dans cette vidéo que si quelqu'un gagne en bourse avec ses investissements de long terme, c'est forcément parce qu'il y a un travailleur qui s'est fait spolier. Voilà, c'est dingue de défendre une vision comme celle-là. C'est faux, c'est pas vrai du tout. Voilà, heureusement qu'on peut gagner en bourse avec des entreprises en croissance qui embauchent des gens. Donc il faut sortir des caricatures, s'intéresser au réel. Et moi, je vous dis une chose très simple, et je vais continuer de faire ce que je fais. C'est pas parfait, mais ça a le mérite d'encourager plein de gens. Voilà. Donc, nos amis de Reka, je les embrasse, je salue leur travail, mais là, il serait temps je pense, de passer à autre chose, quoi, parce que taper à ce point-là sur l'éducation financière et considérer que les catégories populaires n'ont pas le droit d'épargner, je ne pourrais jamais être d'accord avec ça, moi, tout simplement. Alors, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Sébastien, c'est pas du tout logique, je t'assure, de la marge qui part aux actionnaires. Les salariés en France sont aussi souvent actionnaires, entre autres grâce au général de Gaulle qui a instauré l'intéressement et la participation. Le plus il y aura de prospérité, le plus les entreprises grandissent, le plus on pourra redistribuer. Et une merveilleuse machine à redistribuer s'appelle la bourse. Il y a plusieurs manières de le voir. Donc, voilà. Bien sûr, Harper. Bon, eh ben, je vois un chat très vivant. Alors, on continue avec les actus de la semaine. Ça, c'est un petit clin d'œil rapide. Donc, cette semaine, le Sénat a décidé, pour protéger les droits d'auteur, ce qui est une intention fort louable, de faire passer un texte de loi qui n'est pas validé, évidemment, parce qu'il faut que l'Assemblée nationale le vote aussi, ce qu'elle n'a pas fait et ce qu'elle ne fera probablement pas. Mais si je simplifie à l'extrême, ce texte de loi, en gros, viendrait empêcher complètement le fait qu'on puisse avoir Mistral AI en France. Voilà. Notre objectif n'est pas de multiplier les procès, mais de créer un effet dissuasif. Et malheureusement, en espérant inciter les acteurs de l'IA à abandonner certains comportements de prédation. Donc ça, concrètement, si c'est voté, c'est la fin de Mistral, quoi, tout simplement. Donc c'est évidemment une très mauvaise idée, même si il faut réussir à protéger les droits d'auteur. C'est pas en supprimant l'industrie IA en France qu'on y arrivera. Ce qui m'amène à un petit message que je voulais adresser à mes amis parlementaires. Donc, messieurs les parlementaires, mesdames les parlementaires, et pour certains d'entre vous, dans différents groupes d'ailleurs, chers amis, il y a peut-être mieux à faire que d'interdire. Donc j'ai une proposition extrêmement simple à vous faire, qui vous prendrait très peu de temps à modifier dans la loi et à faire voter. C'est d'ouvrir le PEA aux enfants. On va laisser 50 000 € de dette publique à chacun de nos gamins. Le système de retraite par répartition, quoi qu'on en dise, ne leur permettra pas d'avoir une bonne retraite, et le pouvoir d'achat des retraités qui sont jeunes actuellement, quand ils seront retraités, si on ne change pas de système, va s'effondrer. On peut aujourd'hui s'acheter beaucoup moins qu'avant en termes d'immobilier dans notre pays, et malheureusement, à cause de l'absence de gestion de la politique du logement en France, ce n'est pas prêt de s'améliorer. Donc, on pourrait peut-être permettre aux enfants de capitaliser pendant leurs 18 premières années de vie, grâce à l'effort d'épargne de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs parrains et marraines, et que ces plus-values-là soient investies en Europe, que cette épargne-là soit investie en Europe, que les plus-values soient moins taxées. Voilà. Ouvrez le PEA aux enfants. Il suffit de changer une ligne dans le droit disant le PEA, ça démarre à 18 ans. Eh bien, faisons-le démarrer à la naissance. Et ça, c'est une proposition extrêmement simple qui peut améliorer la vie des jeunes d'aujourd'hui et permettre aux parents d'investir efficacement pour leurs enfants. Ça nous changera de loi où on interdit, où on bloque, où on casse tout. Donc voilà, je voulais faire cette petite dédicace.
Ensuite, toujours dans l'actu de ces derniers jours, un mot quand même des entreprises. Donc, on a dit un mot du Bitcoin d'abord. Le Bitcoin qui s'est envolé de 7% la semaine dernière, donc cette semaine, 76 000 $ sur le Bitcoin. Et là, je voudrais simplement vous dire que le Bitcoin, même s'il rebondit, il n'a pas autant rebondi que, par exemple, le S&P 500 américain. Vous avez des indices boursiers américains qui ont retrouvé des niveaux de plus haut historique quasiment. Le Bitcoin, lui, je vous rappelle qu'en octobre 2025, il était à 126 000 $. Voilà. On a eu 300 millions à peu près d'entrées dans les ETF Bitcoin aux États-Unis cette semaine. Ça nous amène à un niveau de 97 milliards de dollars investis dans le Bitcoin via des ETF aux États-Unis. On reste malgré tout très éloigné des 170 milliards de dollars investis dans les ETF Bitcoin aux US qu'on avait à l'automne dernier. Donc c'est un sujet important, celui du Bitcoin actuellement, parce que beaucoup de gens se demandent si on va réussir à le faire remonter. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est pas gagné pour le Bitcoin pour l'instant, qui reste malgré tout considéré en ce moment comme un actif risqué. Ces derniers jours, on a eu aussi Soitec. Soitec, je voulais vous en parler parce que c'est une valeur que je suis moi depuis plus de 20 ans, qui a fait beaucoup de malheureux chez les particuliers, parce que c'est une valeur qui est très volatile. Et Soitec, la semaine dernière, a pris 53%. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. Quand une valeur prend 50% en une semaine, c'est vraiment difficile de s'y intéresser efficacement. Et vous allez forcément être très attiré quand on voit un titre de presse comme celui-là. Et peut-être que Soitec va continuer de s'apprécier. Donc, en fait, ce qui se passe là est assez simple. Il y a une grosse excitation autour de la photonique. Et Soitec a des technologies probablement prometteuses, avec la photonique sur silicium. Voilà, il fabrique des choses, Soitec, qui sont très utiles à cette vague d'IA. C'est ce qu'on appelle un fabricant de silicium sur isolant. Voilà. Donc c'est utile à la photonique, qui est utile à l'IA. Et beaucoup d'experts font le pari que cette technologie sera l'une des prochaines à être massivement utilisée dans les centres de données, quoi. Donc voilà, utiliser la lumière pour générer des signaux. Attention quand même, quand il y a une variation pareille, c'est dans ce genre de situation que des particuliers peuvent rentrer et ensuite se faire ouvrir en deux, quoi, tout simplement. Donc faites attention à vous. Alstom, pareil, moins 28% la semaine dernière. Alstom, je vous le rappelle, hein, ils ont abaissé leurs prévisions financières, renoncé à leur objectif de trésorerie de 2026. C'est évidemment pas bon. Ça inquiète les marchés. Et malgré le fait que le carnet de commandes est bien rempli, Alstom a perdu 28%. Est-ce que c'est une opportunité pour rentrer ? C'est une vraie question que vous pouvez poser à Tino, à Nicolas Chéron et à celles et ceux qui font du stock picking et qui vous aident. Donc n'hésitez pas à leur demander. La vidéo de fin de semaine de Tino, le live du mardi de Nicolas Chéron, vous pouvez demander des actions, et peut-être qu'avec Trade Republic, on vous prépare le retour du forum sur Twitter aussi, où on pourra répondre à ces questions-là avec des experts. La semaine dernière, moi, ce qui m'a marqué sur le front des valeurs, c'est évidemment LVMH, Kering et Hermès. Et oui, Christophe, on y travaille sur l'IBAN belge. On y est presque. On y est presque. Ouais, beaucoup de questions de nos amis belges. Merci Julien sur LinkedIn pour tes encouragements. Très sympa. Donc LVMH qui prend 3% cette semaine, mais qui reste à 23% de baisse depuis le début de l'année. Kering, moins 8% cette semaine et 16% de baisse depuis le début de l'année. Et Hermès qui est quasi stable cette semaine, moins 1, mais qui perd 18% depuis le début de l'année. C'est un trio qui était le trio gagnant de la France avec l'industrie du luxe, et là qui souffre entre autres de l'euro fort. Parce que Donald Trump, quand il a pris le pouvoir il y a 1 an et demi, quand il est revenu au pouvoir il y a 1 an et demi, il a fait baisser le dollar. Ce qui favorise les exportateurs américains, mais ce qui est très mauvais évidemment pour les exportateurs français et européens qui exportent en euros, puisque l'euro est plus fort. Donc c'est évidemment très mauvais pour ces groupes-là. LVMH,
Croissance en baisse. Évidemment, ces trois groupes ont souffert du mois de mars au Moyen-Orient. On a la Chine qui continue d'inquiéter quand même parce que la consommation de biens de luxe en Chine est instable. Kering, c'est encore autre chose. Kering, c'est vraiment une histoire de relance. Relance qui a été très anticipée par les marchés l'an dernier et qui n'est pas encore réalisée quoi, concrètement. Donc Kering, vous avez un plan de redressement qui a été donc présenté par Luca Demeo. Il veut doubler la marge opérationnelle du groupe. Mais bon, pour l'instant, elle reste quand même à 11%, ce qui est très faible, quoi, et effectivement assez loin du secteur qui est autour de 20-25% de marge opérationnelle. Donc voilà, une publication assez légère du côté de Kering qui va devoir faire patienter jusqu'à ce que sa restructuration fonctionne. Là, il y a toujours des ventes qui sont en baisse. Voilà, le chiffre d'affaires de 3,6 milliards se stabilise, mais pour Kering, il n'y a pas encore de perspective de relance, quoi, tout simplement. Gucci continue de reculer. Malheureusement, il n'y a que la partie lunettes chez Kering, Kering Eyewear qui se développe. Hermès, une de mes entreprises préférées au monde, hein, c'est vraiment une entreprise magnifique, Hermès, mais là, qui souffre du taux de change, de l'euro, quoi, de l'euro. La force de l'euro aurait coûté 300 millions d'euros au groupe au premier trimestre 2026 pour Hermès. Et évidemment, Hermès qui a surtout souffert de baisse des ventes au Moyen-Orient, évidemment, avec le mois de mars qu'on a eu, qui est catastrophique, évidemment, au Moyen-Orient. Voilà, un petit mot du luxe, quoi, qui était... la semaine prochaine, on va avoir énormément de résultats d'entreprise. Je vous en ferai un petit point en fin de live, là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le front de l'actualité et des valeurs. Et il me reste à vous faire la citation de la semaine que j'ai adorée. Oui, il y a un replay. Greginio. Il y a un replay. Tous les banquiers aiment Hermès, je sais pas, mais Hermès, c'est une très belle entreprise. Et ce que j'aime beaucoup chez Hermès, c'est entre autres qu'elle fait fabriquer en France. Voilà. C'est à mon avis, ce qui nous manque beaucoup dans notre pays. Oui, Orange a bougé aussi la semaine dernière. Alors, on va passer à la citation de la semaine. Et j'ai des choses de dingue à vous montrer. J'ai toujours mon chat qui est là. Hop, petite pause. Oui, si SpaceX est coté en bourse, ce sera disponible sur Trade Republic dès le premier jour, normalement. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Pour des très grosses boîtes comme ça, c'est sûr. Bon. Alors. J'ai la possibilité, ça c'est Gwen. Bonjour, j'ai la possibilité d'épargner 1 000 € par mois. Où je peux les mettre? Eh bien, 1 000 € par mois, c'est beaucoup, déjà. Donc, c'est bien si tu peux épargner ça. Et tu dois faire ce qui répond et ce qui est indiqué dans mon livre, hein, d'en prenez votre argent en main. La première chose à faire, c'est d'avoir ton épargne de précaution pour plus avoir besoin de faire des crédits à la consommation ou du découvert qui coûtent extrêmement cher. Et ensuite, il faut diversifier à long terme. Il y a des actions disponibles avec les ETF et des paniers d'actions extrêmement larges. Celles et ceux qui y connaissent rien commencent en général par le MSCI World. Ça peut aussi être le ACWI qui est encore plus large ou d'autres indices boursiers très larges pour commencer. Et ensuite, il faut diversifier, avoir des actions américaines, européennes et asiatiques, avoir de l'or, avoir évidemment de l'immobilier qu'on peut acheter de plein de manières de nos jours, de l'immobilier. Et plus vous avancez en âge, plus il faut être sécurisé, entre autres avec des obligations. C'est tout un monde à découvrir, Gwen. Et c'est très très bien si tu as la chance de pouvoir épargner 1 000 € par mois. Mais il faut absolument diversifier au maximum, c'est très important.
Question de Jean-Baptiste. Que penses-tu des actions à dividendes ? Eh bien, j'en pense que les dividendes, c'est donc ce que versent les actions à leurs actionnaires en général une fois par an, quand il y a eu du résultat. C'est quoi le portefeuille parfait pour toi niveau répartition ? Une question de Sébastien. Tiens, on va la prendre ensuite. Donc, les actions à dividendes, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais mis en avant particulièrement. D'abord parce que le dividende, par définition, c'est incertain. Ça dépend du résultat de l'entreprise. Donc, avoir une stratégie où on compte exclusivement sur des dividendes comme source de revenus, ça me paraît être risqué parce qu'on n'est pas certain qu'il y a des années où les entreprises, elles n'arrivent pas à verser de dividendes. Est-ce que dans une stratégie d'avoir des revenus additionnels à la retraite, avoir des actions qui versent des dividendes, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas que ce soit du tout le cœur du réacteur de votre plan d'épargne retraite. Et le problème, c'est que quand les dividendes sont versés par les entreprises, eh bien, le cours de l'action de l'entreprise baisse d'autant. Donc ça ne vient pas, comme on dit, capitaliser et faire des intérêts composés. Donc les actions à dividendes, beaucoup de gens trouvent que c'est un bon complément de revenus pour la retraite. Pourquoi pas ? Un peu comme quand on a une maison qui paye un loyer. Mais attention, parce que les dividendes, ça peut varier. Et donc, ça ne doit pas être le cœur, à mon avis, du portefeuille. Pour répondre à Sébastien sur la répartition d'un portefeuille idéal, il n'y en a pas. Parce que chacun doit d'abord apprendre à faire, déjà. Ça, c'est extrêmement important dans ma vision. Donc, il faut que chacun se fasse son portefeuille. Je pense que c'est très, très important. Ensuite, je pense que personne ne sait exactement comment les secteurs, les conditions économiques vont être dans les 30 ans qui viennent. Donc, il n'y a pas de répartition absolument idéale, parce qu'on ne le saura qu'après coup, ce qui aurait été idéal à faire. Est-ce qu'il y a des portefeuilles qui vont moins souffrir en cas de krach que d'autres ? Oui. Est-ce qu'il y a des portefeuilles qui sont plus ou moins risqués que d'autres et qui vont correspondre à différents âges de la vie aussi ? C'est évidemment réel. Moi, je parle souvent du portefeuille All Weather de Ray Diallo, qui est intéressant à regarder. L'ami Tino Bourse, qui est partenaire, et un ami par ailleurs, est partenaire de Trade Republic, a créé le portefeuille Forteresse, que vous pouvez regarder aussi, qui est intéressant. Je sais que Charles Gave parle régulièrement de quelle allocation il faut avoir. Voilà. Donc, ça dépend de votre âge, ça dépend de plein de choses. Et il n'y a pas de portefeuille idéal. Il y a des portefeuilles qui sont plus résistants que d'autres, mais c'est pas évident. Il n'y a pas de réponse évidente, pardon. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, pour ma part, j'ai 52 ans, j'ai connu Mathias à travers Légende et j'ai adhéré à son discours. J'ai ouvert un compte Trade Republic en janvier 2025 et j'investis en DCA. Merci. Eh ben merci Rémi. C'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Voilà. Et j'espère que ça fonctionnera bien pour toi et que tu vas non seulement y gagner un peu de pouvoir d'achat, mais surtout y gagner du pouvoir d'agir. Voilà. Je trouve que c'est plus important encore que le pouvoir d'achat. C'est en commençant tôt. Bon. Par rapport à il y a 5 ans, ça c'est une question de Nicolas, il y a un énorme boom au niveau des investisseurs en bourse. Est-ce que ça ne risque pas de chambouler le marché négativement ? Non, la réponse est non. Il n'y a pas d'impact à prévoir du fait que les particuliers arrivent massivement en bourse parce qu'ils ne sont pas suffisamment riches, tout simplement, pour faire changer les marchés financiers radicalement. Donc il n'y a pas de bulle sur les ETF, c'est les marchés financiers mondiaux. Donc pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là, tout simplement. Mais je suis pas économiste, moi, Sébastien. Tout simplement. Je suis pas là pour faire des prévisions. C'est pas mon job. Voilà. Alors, on va passer à la citation de la semaine. La citation de la semaine, c'est Éric Le Boucher dans Les Échos, qui nous dit « 1400 €, c'est le supplément de revenus versé chaque année aux Français par l'État, en plus de ce que l'État engrange par les prélèvements. Autrement dit, qu'il finance par
l'endettement. Donc 1400 euros par an, c'est ce que verse l'État aux Français en moyenne à partir d'une dette. Vous avez bien entendu, l'État français s'endette et le supplément de revenus qui est versé aux Français chaque année en moyenne, c'est 1400 euros. Ce qui m'amène à la publication de l'INSEE, hop, que vous allez voir ici. L'INSEE, ça a fait beaucoup parler cette semaine aussi. L'INSEE qui nous dit que la redistribution publique nationale correspond à un transfert net reçu de 653 milliards d'euros vers des bénéficiaires nets, c'est-à-dire 56% de la population, qui en retire un gain moyen annuel de 23 900 euros par unité de consommation. Donc il y a 56% des Français qui sont bénéficiaires nets du système de redistribution sociale. Mais ce qu'on voit là à l'écran, c'est que vous avez ceux qui contribuent, donc les cadres, les indépendants, les chefs d'entreprise, et là c'est complètement normal. Vous avez les professions intermédiaires qui contribuent aussi. Vous avez les employés et les ouvriers qui sont relativement équilibrés. Et vous avez les retraités. Voilà. Les retraités qui auraient un revenu primaire élargi avant transfert public de 13 400 et qui sont en fait à 47 400. Est-ce que... Donc voilà, je voudrais vraiment que vous laissez ça rentrer, quoi. C'est un enjeu absolument considérable. Donc, je ne suis pas là pour taper sur les retraités. Les retraités, ils ont cotisé, ils ont travaillé, ils ont droit à plus que ce à quoi ils ont cotisé. C'est le système qui veut ça, c'est pas de la faute des retraités. C'est de la faute des politiques qui n'ont jamais réformé le système pour y inclure un petit peu de capitalisation pour le rendre viable face au vieillissement de la population et au fait qu'on arrête de faire des enfants dans ce pays. À l'heure actuelle, et c'est malheureusement pas visible dans les chiffres, et là c'est très visible, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer, à l'heure actuelle, la France s'endette massivement, la France arrête d'investir, la France fait peser sur les actifs d'aujourd'hui massivement l'absence de réforme des retraites. On vous dit qu'il y a 5 milliards de déficit dans le système de retraite cette année, c'est faux. Le déficit des systèmes de retraite cette année, c'est entre 50 et 80 milliards. Donc il y a un enjeu absolument considérable à réaliser qu'on est en train, par manque de courage et manque d'innovation aussi politique et économique, eh bien, on est en train de tuer tout simplement l'économie française. Et c'est surtout les actifs, évidemment, qui en souffrent. Il n'est pas normal que les employés et les ouvriers n'aient pas une amélioration de leurs conditions de vie et de leur niveau de vie grâce au transfert. C'est complètement anormal, c'est eux qui devraient en bénéficier. Et c'est complètement anormal, évidemment, que les retraités aient un système aussi déséquilibré que ça actuellement, qui pèse sur les autres, quoi. Donc voilà, je vous renvoie là vers Sylvain Catherine, qui est un économiste, lui, pour le coup, Sébastien, que je suis beaucoup, et qui est très très intéressant, je trouve, et qui nous explique là, eh bien que un actif en emploi avec un niveau de vie très modeste contribue une part plus importante de son revenu qu'un retraité très aisé. Voilà. C'est un vrai problème d'inégalité, entre guillemets, dans notre pays. C'est un problème de stratégie économique. Et c'est un problème dont on ne va pas pouvoir s'échapper davantage, quoi. Donc voilà, c'était la citation de la semaine. Et la citation de la semaine, je vous le rappelle, c'est donc Éric Le Boucher, 1400, qui nous dit dans Les Échos que 1400 euros, c'est le supplément moyen de revenu versé chaque année aux Français, financé par l'endettement. Voilà. Et dans le même temps, eh bien, on voit que cet endettement, malheureusement, est mal utilisé, puisqu'il est utilisé uniquement pour payer les retraites, au lieu d'être utilisé pour l'ensemble du système économique, et entre autres des catégories populaires qui en souffrent
Donc quand on m'accuse d'être un individualiste et un vilain capitaliste, sachez que l'un de mes objectifs avec ces enjeux de réforme des retraites, c'est aussi qu'on puisse davantage protéger les plus fragiles, parce que là, on n'en a plus les moyens. Donc ce qui m'amène à la réponse à la question de la semaine, et ce dont je voulais vous parler ces derniers temps, et ce dont j'ai parlé sur LCI aussi vendredi, c'est qu'à mon avis, on sous-estime assez massivement le retour de l'inflation dans notre pays. Donc, il y a une forte hausse de l'inflation déjà au mois de mars, principalement tirée par l'énergie, vous le savez. Il y a eu une forte hausse du prix de l'essence. On est allé chercher le record historique d'ailleurs pour le gasoil à de 25 € par litre. En gros, un plein de 40 litres nous coûte 20 € de plus qu'avant la guerre au Moyen-Orient. Et donc, le FMI, la BCE et la Banque de France ont augmenté leurs prévisions d'inflation. Mais ils nous disent qu'ils ne savent pas de combien l'inflation va augmenter. Pourquoi ils ne le savent pas ? Tout simplement parce que personne ne sait combien de temps cette guerre va durer. Malgré tout, ce qu'on sait, c'est que un baril de pétrole durablement en hausse de 10 $, ça fait en gros moins 0,1% sur la croissance. Sur LCI, j'ai dit presque 1%, c'était l'émotion, c'est moins 0,1% sur la croissance. Mais ça ne se limite pas, malheureusement, à l'essence uniquement. Ça ne se limite pas au pétrole. On a déjà eu l'occasion d'en parler plein de fois, et vous l'avez peut-être lu, mais il y a aussi les engrais agricoles qui passent par le détroit d'Ormuz, il y a aussi l'hélium, il y a plein de choses qui passent par là. Et on a donc ce qu'on appelle des effets d'inflation de second tour de la guerre en Iran, et la BCE qui nous dit que l'augmentation des prix des denrées alimentaires devrait s'accélérer à partir de fin 2026. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que l'inflation énergétique, pétrole, gaz, est en train de se transmettre au reste de l'économie, parce qu'il n'y a pas que déjà du pétrole et du gaz qui passent par Hormuz, il y a aussi les engrais et beaucoup d'autres choses, et parce que tout simplement, le prix des containers a augmenté, le prix du transport a augmenté, la consommation a déjà baissé en mars de 1,5%, ce qui est absolument considérable, et donc cette vague d'inflation, à mon avis, on continue de la sous-estimer parce qu'on continue de penser qu'on est dans une situation de court terme où la bulle, entre guillemets, sur le pétrole créée par la guerre en Iran va disparaître. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas en 2022. Au sens où en 2022, quand la vague d'inflation issue de la guerre en Ukraine arrive, l'inflation est déjà à 4%, entre autres à cause du Covid. Là, quand la guerre en Iran arrive, on est à 1,1% d'inflation. Donc ça devrait limiter la hausse de l'inflation à peut-être, d'après la BCE, on serait autour de 3%. D'après le FMI, on serait autour de 4,4 dans le monde, là où ils anticipaient 3,7. Mais l'immense différence par rapport à 2022, c'est que la France n'a plus les moyens. Voilà, tout simplement. En France, il y a eu 150 millions d'euros d'investis là pour soutenir la consommation, alors que le quoi qu'il en coûte au moment de la vague d'inflation de 2022, c'est 250 milliards d'euros. La hausse des taux, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, va coûter au moins 4 milliards aux finances publiques françaises cette année. Et je vous l'avais dit il y a un mois, ce sera 10 milliards d'euros par an. Ensuite, quand la consommation ralentit, comme c'est le cas en France actuellement à cause de l'inflation, les rentrées fiscales, donc les impôts prélevés par l'État, sont aussi plus faibles. Et si le déficit public avait baissé en fin d'année dernière, plus vite que prévu, à 5,1 au lieu de 5,7 sur 2025, c'est parce que les impôts avaient été plus importants que prévu. Donc là, la mécanique est cassée. Et ce qui est encore plus dingue à propos de cette vague d'inflation qu'on sous-estime, c'est la BCE qui nous le dit. Les effets de l'inflation devraient être limités par une atténuation des tensions sur les coûts de main-d'œuvre, par l'appréciation antérieure de l'euro et par le niveau de pénétration des importations en provenance de Chine. Celle-là, je vais vous la traduire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, il va y avoir de l'inflation en Europe, mais que ça va être moins pire que ce que ça aurait pu être, parce qu'en fait, les salaires n'augmentent plus, donc, ou peu, et donc ça ne crée pas d'inflation en plus. L'euro est déjà super cher,
Donc ça ne crée pas d'inflation en plus. Et comme on importe massivement de plus en plus de biens chinois, ça coûte de moins en moins cher aux Européens, donc il y aura moins d'inflation. Sauf que si on importe de plus en plus de Chine, on désindustrialise. Et si on désindustrialise, on se prive du secteur d'activité qui a les salaires les plus élevés, entre autres l'industrie. Donc voilà, on est dans une situation où la vague d'inflation actuelle va être plus forte que prévu, va être plus difficile à gérer que prévu parce que la France n'a plus les moyens de gérer une vague d'inflation pour sa population, dans laquelle il n'y a pas de réforme parce qu'on est dans un blocage politique, au moins jusqu'à l'élection présidentielle. Donc voilà, je voulais tirer la sonnette d'alarme. Parce que là, le chèque énergie, qui était l'actu il y a quelques jours de 153 €, la vérité, c'est que c'est un vrai pansement sur une jambe de bois. La question qu'il faut se poser face à cette vague d'inflation, c'est est-ce que la France est un pays qui veut recommencer à produire ou est-ce que la France est un pays qui veut continuer à distribuer ce qu'elle emprunte? Parce que c'est ça que nous dit l'actualité de la semaine. La vague d'inflation, elle est sous-estimée et la France n'est pas prête à la gérer. Voilà, tout simplement. Et de l'inflation à la stagflation, il n'y a qu'un pas, et la stagflation, pour le coup, ça fait peur. Donc, les taux d'intérêt qui remontent, c'est pas une bonne nouvelle. Les finances publiques françaises ne permettent plus aux gens de s'en sortir. On ne pourra pas soutenir l'économie, ça c'est clair et net. Et je vois pas comment on pourrait éviter un rééquilibrage de nos finances publiques en France. Voilà. Donc les taux d'intérêt qui remontent, ça me fait peur. On était à 3,60 sur le 10 ans français. C'est pas bon. Et je voudrais aussi vous faire rapidement un point sur un tweet de Tino que j'ai adoré cette semaine, que j'ai trouvé très intéressant, parce que j'ai eu l'impression qu'il m'était adressé. Moi, je m'inquiète beaucoup de la hausse des taux, parce que ça fait que la dette française coûte de plus en plus cher à la France à rembourser. On est à 70 milliards cette année. On serait, d'après Rexecode, à 100 milliards à partir de 2030. Mais c'est vrai aussi que l'autre truc qui peut être inquiétant sur les taux d'intérêt, c'est quand ils s'effondrent d'un coup, parce que ça veut dire que l'économie va très très mal et que les banques centrales sont obligées de baisser les taux directeurs pour soutenir l'actualité, la croissance. Donc c'est le petit point que dont je voulais vous parler, ce tweet de Tino. Et c'est vrai que c'est inquiétant aussi quand les taux d'intérêt s'effondrent d'un coup. Donc il faut l'avoir en tête. Voilà, je voulais le montrer aujourd'hui à l'écran. J'en profite pour vous rappeler qu'on a lancé les financiers avec les gens du Crayon, entre autres Valéran, que j'embrasse. On retrouve beaucoup de mes amis dans les chroniqueurs. Oui, Trade Republic est sponsor. Et j'y suis aussi chroniqueur. Voilà. Et je suis très heureux qu'on puisse soutenir un projet comme celui-là qui va apporter pas mal de choses, je l'espère, aux gens. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que quand c'est pas la fête comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Là, je vais vous signaler le dernier post de la semaine que j'avais vu, qui est là, qui est un post du président du Crédit Mutuel Arkea, donc une des grandes banques françaises, et d'un collectif qui me semble être intéressant, qui est le collectif Trop, c'est trop. Et qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Carmona ? Il nous dit qu'il faut stopper les hausses d'impôts, réduire le déficit et maîtriser la dépense pour se redresser. Le collectif Trop c'est trop, qui rassemble plus de 2500 dirigeants de PME et de TI, d'entreprises de taille intermédiaire, souhaite rappeler une réalité que nul ne peut plus ignorer. La situation budgétaire de la France est devenue critique. J'espère vous en avoir convaincu aujourd'hui. Et je vous encourage à regarder ce que disent nos amis de ce collectif. Je précise que je n'en fais pas partie et que je ne les connais pas. Je les ai juste trouvés sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, il m'a semblé intéressant de montrer que les chefs d'entreprise commencent à se réveiller. Et comme je le dis, la décennie 2030 sera une décennie de relance pour notre pays et pour l'Europe. Et donc, ça passera entre autres par des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Et voilà ce que je pouvais vous dire cette semaine. On a commencé un petit peu en retard, je suis désolé. Eh ben dis donc. C'est trop, Pico. Je vois qu'on a le même sens de l'humour, la râleuse. Voilà. On en a marre, non ? Je sais pas si on en a marre.
Voyons voir si ça marche. Il y en a marre, hein, mais marre, hein. C'est pas compliqué parce que là, il y a un moment donné où, si vous voulez, c'est plus possible, hein. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu. Vous me direz dans le chat si vous l'avez entendu. Mais moi, je l'adore. C'est un extrait des Chiens parce qu'il y en a marre. Marre. Voilà. Oui, je serai à toutes les dates du Legend Tour Snoozax. Merci. Les SCPI en immobilier, oui, bonne question. On va avoir l'occasion d'en parler sur cette chaîne. Je vous parlerai des SCPI dans les mois qui viennent. C'est important. Apéro, mais oui, apéro. On a entendu, c'est bon ça. Les Deschiens, pour ceux qui se rappellent. Vous avez, ça c'est pour Warren Munger Inc. Pour l'API, je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'on peut tout télécharger désormais sur Trade Republic. Il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités. Voilà. La semaine prochaine, on va avoir surtout des résultats d'entreprise enfin, la vérité, c'est qu'on va surtout suivre ce que va nous faire Trump et l'Iran, ce que vont nous faire Trump et l'Iran. Et on va aussi avoir énormément de résultats d'entreprise. Et moi, j'aime bien les résultats d'entreprise parce que les résultats d'entreprise, c'est de la réalité. Voilà, on sait comment ça se passe. Donc, on va avoir mardi Thales et Vivendi. On va avoir mercredi Carrefour, Danone, Essilor, L'Oréal, Boeing, IBM, Tesla. Jeudi, on aura Dassault Systèmes, Orange, Renault, Safran, Saint-Gobain, Sanofi, ST Micro, Vinci, Intel, Nestlé, SAP. Et vendredi, Procter & Gamble. Voilà. Merci Marvin d'avoir pris tes places pour le Legend Tour. C'est très sympa. Allez, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Faites vivre au maximum mon livre. Prenez votre argent en main. Il y a le nouveau cahier intermédiaire qui sort en mai et qui est déjà disponible en précommande. Abonnez-vous au compte des financiers, le nouveau média lancé par Le Crayon où je suis chroniqueur. N'hésitez pas à aller commenter la vidéo de Reka, à me dire quand je dis des conneries, quand les chiffres que j'utilise ne sont pas les bons, et si vous pensez que j'ai tort, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Mon objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de faire vivre le débat pour que le tabou autour des questions d'argent tombe dans notre pays. Voilà. Et mes intentions, moi je sais ce qu'elles sont, et un jour j'aurai l'occasion de vous le démontrer. Le son est toujours trop fort sur les Deschiens. Merci Scooter, je note. Et je vous embrasse. Voilà, prenez soin de vous. Faites attention à votre argent en ce moment. Prenez votre argent en main, que vous ayez de l'argent ou pas beaucoup d'argent, c'est important. Et oui, moi je crois qu'on peut tous et toutes investir. C'est pas magique, mais ça met dans des bonnes dispositions pour la suite. Allez, je vous embrasse, prenez votre argent en main et à bientôt pour de nouvelles aventures.